Sébastien Delest et aujourd'hui je vais vous parler des coûts des métriques agiles de bonne qualité. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour remercier les sponsors. Et en attendant, je vais vous parler de moi, donc Sébastien Delest. Donc, moi j'ai un passé de développeur. J'ai travaillé, je me suis fait une bonne expérience dans le développement à Essilor. J'ai eu l'occasion de... Pardon? Vous entendez pas? D'accord, je vais... Okay. Donc j'ai eu l'occasion de travailler à Essilor, donc une bonne expérience en fait qui m'a mis sur le chemin de l'agilité, du craft et du DevOps. Après en 2014 en fait j'ai eu l'occasion en fait de faire du coaching agile à la Société Générale, donc avec la société Good. J'ai ensuite eu des missions NJ, Natixis et Air France pour l'agilité à l'échelle, et j'ai décidé en fait en 2020 de rejoindre Elis qui se lançait dans l'agilité. Donc moi ça me plaisait bien, c'était l'occasion de participer à cette aventure depuis le début, le lancement d'une transformation agile. Donc Elis, donc plus d'un siècle d'expertise. Donc c'est Elis, qu'est-ce que c'est? Donc vous reconnaissez sans doute ce camion. Hein. Moi, avant je le connaissais pas, mais maintenant je le vois partout en fait. Donc Elis, c'est un prestataire multiservice international qui propose des solutions de location, entretien, de textile, d'hygiène et de bien-être, avec plus de 55 000 collaborateurs, plus de 460 sites de production et centres de services. Et nous sommes présents dans 30 pays pour plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc la transformation agile, en fait, elle a démarré avant que moi j'arrive. C'était en 2019 où il y avait des équipes qui s'intéressaient à l'agilité, qui avaient lancé quelques initiatives agiles. Moi, je suis arrivé en 2020 sous l'impulsion du DSI qui recherchait en fait un coach pour accompagner des équipes. Et donc j'ai eu l'occasion en fait de rejoindre en fait une équipe, non pas en tant que coach agile, mais plutôt en tant que Scrum Master pour l'aider en fait dans cette transformation. Donc c'était un petit peu un pari parce que c'était un produit assez stratégique, hautement visible pour l'entreprise. On essaie de mettre en place tous les ingrédients du succès pour cette équipe-là. Et donc heureusement ça s'est bien passé, on a pu capitaliser en fait sur ce succès et en faire une vitrine agile, mais pas seulement sur l'agilité, aussi sur le DevOps. Donc en 2021, donc, il y a eu, suite à cette expérimentation sur l'agilité avec une entreprise, avec cette équipe, c'était l'occasion de communiquer dans l'entreprise, mais aussi ailleurs, hein, dans des meet-up. Il y a eu un intérêt pour l'agilité dans l'entreprise. J'ai également accompagné d'autres équipes. C'est à ce moment-là où j'ai fait appel à des Scrum Masters externes pour me remplacer sur cette équipe-là. Et moi, j'ai commencé à accompagner de plus en plus d'équipes chez Elis. C'était également l'occasion de lancer les formations Product Owner, de faire en sorte que ce rôle devienne vraiment un rôle très important au sein d'Elis. Ensuite, en 2022, c'était l'occasion de travailler en fait, sur des choses autour d'un product roadmap, des release planning. Donc on nous posait des questions en fait, autour du produit, mais on avait du mal à y répondre. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à introduire des outils comme la product roadmap, le release planning et également d'autres indicateurs. Et avec ces différentes équipes qui se sont lancées devant l'agilité, on a été à un moment donné amené à faire de l'agilité à l'échelle. En 2023, donc, on s'est intéressé au KPI Accelerate, sur la performance du delivery. Et aujourd'hui, nous posons la question sur l'industrialisation de ces KPI agiles. Donc là, cette histoire en fait, qu'on va vivre ensemble aujourd'hui, elle est vraiment sur les indicateurs. C'est pas tant sur la transformation, mais elle est plutôt sur les indicateurs, cette difficulté que moi j'ai rencontrée et que j'ai envie de vous partager. Alors déjà, les indicateurs, pourquoi faire? Quand j'ai commencé à travailler avec la première équipe, on n'avait pas d'indicateur, on voulait simplement que le produit réussisse, on voulait aller rapidement sur le terrain. Donc les indicateurs, en fait, c'est venu petit à petit. C'est venu parce que l'équipe se posait des questions sur sa qualité, sur les axes d'amélioration, mais c'est venu également des parties prenantes, du management, des utilisateurs, qui voulaient également des réponses vis-à-vis du produit. Donc ces questions qui se posaient, c'était quelle est la progression sur ma fonctionnalité. Donc on est lancé sur une fonctionnalité, mais à quel moment en fait elle est censée se terminer? Donc on n'avait pas la réponse à l'époque. On pouvait difficilement répondre à cette question à l'époque. Cette fonctionnalité sera-t-elle disponible dans 2 mois? Donc là non plus, on ne savait pas trop répondre. Est-ce que notre flux de travail est efficace? Est-ce que l'application est de qualité? Est-ce que nous nous améliorons? Donc c'est par rapport à toutes ces questions qu'on a commencé à s'intéresser aux indicateurs.
Ces indicateurs, il y en a 3 familles. Il y a 3 familles d'indicateurs qu'on a développés. Donc le premier, c'est sur la progression des fonctionnalités. Donc simplement donner une réponse plutôt précise d'où on en est en fait dans les fonctionnalités. Ensuite, un deuxième qui est sur le release planning, c'est-à-dire que compte tenu de ce qu'on envisage en fait sur une période donnée, est-ce qu'on sera capable en fait de le tenir ou on constate un décalage. Et sur la dernière famille, c'est les indicateurs Accelerate sur la performance du delivery. Donc on a vraiment misé sur ces 3 familles-là qui étaient vraiment les questions que se posaient les parties prenantes à l'époque. Donc pour la Product Roadmap, on s'est inspiré de la Go Product Roadmap de Roman Fischler. Donc elle est vraiment bien cette Product Roadmap, puisque en fait elle permet de donner une vue à 1 an, donc 1 an glissant, et elle découpe en fait cette année en fait en trimestres, donc rien d'innovant par rapport à ça, mais c'est simple. C'est vraiment cette simplicité qui nous a attirés et c'est pour ça qu'on a choisi parmi tous les roadmaps, il y en a plein hein, de formats. C'est vraiment celui-là qu'on a choisi de par sa simplicité. On a donc la période, donc le trimestre. On a également donc, le nom de ce trimestre qu'on va appeler dans toute la présentation release. C'est un terme important. C'est pas ce qu'on va mettre en production, c'est plutôt ce qu'on envisage en fait sur un trimestre. Et ça, on va l'appeler une release. On a un objectif de release et on a un lot de fonctionnalités qu'on envisage de mettre à disposition sur la release. Et après, on peut mettre en place différentes métriques autour de ça. Donc ça a été le premier artefact qu'on a utilisé et qu'on a ensuite transformé en indicateur. Le deuxième, c'est le release planning. Donc c'était bien d'avoir déjà cette product roadmap, mais par contre, qu'est-ce qui se passe en fait dans un trimestre? Qu'est-ce qui se passe dans une release? Et pour ça, on avait besoin de comprendre où on en était dans cette release. On envisage 5 fonctionnalités dans une release, dans un trimestre, où on en est de ces 5 fonctionnalités. Est-ce que cette somme de travail qu'on a dans le trimestre, finalement, est-ce qu'on est capable de la tenir ou on constate un décalage, c'est-à-dire que finalement, la release peut être à un moment donné trop chargée. Et donc ça, ce qui est bien avec cet outil, je n'ai pas inventé, hein, il y a plein de communications dessus, notamment celle de Laurent Morisseau en 2016. Donc l'idée, c'est d'essayer de macro-estimer en fait, ce qu'on a en début de trimestre, en début de release. Donc faire ce travail en fait, avec le product owner et la dev team pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette release, quel est le poids de cette release en story point. Avec un recul sur la vélocité, mais également un recul en fait, sur le nombre de choses qu'on est amené à découvrir en fait, dans la release. Donc découvrir, ça veut dire suite à des refinements, ou alors des choses qui sont devenues prioritaires, qu'on n'avait pas envisagées. Donc ça également, on va le monitorer, on peut même essayer d'en faire une prédiction. Donc en général, nous c'est ce qu'on a fait, on s'est aperçu que finalement on était amené à ajouter, à découvrir, pas ajouter, à découvrir des choses par sprint, une vingtaine de points par sprint. Et donc compte tenu de la vélocité, du reste à faire et des choses qu'on ajoute, qu'on découvre en fait dans le sprint, on est capable en fait de faire un forecast. C'est-à-dire que quand on a commencé notre release, eh bien on était là. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, on voit qu'il y a un glissement qui s'installe et que pour terminer notre release, il faudrait qu'on déborde sur la release suivante. Donc ça, c'est pas bon. Et donc ça permet en fait au product owner de retirer des choses en fait dans la release en cours et surtout de communiquer dessus. Dès qu'il le découvre, il peut tout à fait le découvrir au deuxième sprint. Donc c'est un bon outil de planning, de prédiction dont on avait besoin et aujourd'hui qui apporte beaucoup de valeur dans les discussions. Donc la troisième famille, c'est sur la performance du delivery, donc avec les 4 KPI Accelerate ou DORA, donc la fréquence de déploiement, le lead time for change, qui est le temps entre la fin d'un développement et la mise en production, le time to restore service, donc si j'ai une anomalie en production, combien de temps il faut pour remettre le service en marche, également le change failure rate, le taux d'échec de déploiement. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on suit également, qu'on a introduits plus tard, mais qu'on suit également. Donc comment on met ça en place en fait? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et au départ, en fait, on a essayé de voir s'il n'y avait pas déjà les outils pour faire ça, en fait, sans qu'on ait besoin de les créer nous-mêmes. C'est le premier réflexe. C'est assez compliqué à mettre en place. Je vais vous le détailler après.
Et donc au départ, on a essayé d'aller regarder un peu ce qui se faisait en fait sur le marché pour justement essayer de voir si on ne pouvait pas utiliser ces outils. Donc il y en a un qui est très bien déjà, donc on utilise Jira. Il y en a un qui est déjà très bien dans Jira, qui est le control chart, qui permet déjà en fait d'avoir des informations en fait sur le temps passé dans un statut, sur le lead time. Donc c'est intéressant. Il y a les dashboards également dans Jira. Il y a des plugins aussi aujourd'hui qui proposent des métriques. Donc on est allé regarder un petit peu autour de ça. Et on s'est aperçu, alors, par rapport à ce que je vous avais présenté tout à l'heure, par rapport à la product roadmap notamment, le release planning, que ça, il n'y avait pas trop de choses qui supportaient ça, en tout cas qui automatisaient des indicateurs autour de ça. Donc ça, on a dû les développer. Et après quelques mois ou années, on a commencé à s'intéresser en fait aux indicateurs Accelerate. Et ça, on s'est rendu compte que c'était difficile en fait à extraire. C'est pour ça qu'on a investi sur le développement de ces indicateurs, nos propres indicateurs, avec Excel, les API Jira et du Power BI également. Donc ça, on était toujours en fait dans une phase de découverte avec une ou deux équipes. Et maintenant, en fait, on est dans la question qu'on se pose, c'est comment les mettre à l'échelle, comment faire en sorte que toutes ces équipes en bénéficient. Parce que ce qu'on a pu vivre en fait dans cette équipe-là, qui était une expérience très, très intéressante, de découvrir en fait tout cet aspect indicateur, comment les construire, c'est génial pour une équipe, mais toutes les équipes, on ne va pas demander à toutes les équipes de vivre la même expérience et que ça leur prenne des années pour construire ça. Surtout qu'en plus, on a pu capitaliser dessus, on a la connaissance, on a du feedback surtout des utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on est allé sur l'industrialisation de ces indicateurs. Donc on se repose beaucoup sur les API, sur du Python, sur un Data Warehouse, également sur Power BI pour l'aspect présentation. Donc pourquoi créer un indicateur? Quand c'est trop spécifique, comme pour nous la Product Roadmap ou le Release Planning, c'est vraiment des choses très spécifiques qu'on a vraiment customisées pour nous. Et donc ça n'existait pas, quand je ne l'ai pas trouvé. Ou alors quand on a des solutions du marché qui ne sont pas adaptées, qui sont trop chères, ou alors dont la mise à l'échelle est difficile, donc c'est-à-dire que c'est bien pour une équipe, mais quand on veut mettre à disposition à 50 équipes, ça devient compliqué pour la gestion des accès, ou alors peut-être que la mise en forme n'est pas adaptée, c'est trop fouillis, trop de pollution visuelle. Donc on est plutôt allé dans la personnalisation. Il y avait également cette volonté pour en faire bénéficier toutes les équipes, que chaque équipe n'ait pas besoin de reconstruire, et dont la plupart sont difficiles. Le release planning, il est assez difficile à construire. Aujourd'hui, c'est toujours un fichier Excel. Il y a un projet de peut-être le mettre sur Power BI, mais c'est toujours un fichier Excel qui est difficile à construire. Également pour proposer une visualisation uniforme, c'est-à-dire que toutes les équipes arrivent facilement en fait, à partager autour de leur indicateur. Ils peuvent facilement échanger des informations, ils s'y retrouvent en tout cas. Quand ils discutent d'un indicateur à l'autre, ils sont construits de la même manière, c'est la même visualisation, donc ils s'y retrouvent. Et il y avait également cette volonté-là en fait, d'avoir un tableau de bord en fait, pour chaque équipe. C'est-à-dire que les équipes, en fait, à un seul endroit, en fait, elles ont tous les indicateurs, plutôt que d'aller chercher sur une URL pour le lead time, sur une autre URL pour la qualité de code, etc. Donc il y avait cette volonté également de centraliser dans un seul tableau de bord de l'équipe les indicateurs. Donc c'est un chantier, hein, ça nous a pris du temps de faire ça, c'est un vrai chantier, en tout cas la partie indicateur, à les construire, et qui fait intervenir plusieurs acteurs. Il y a le coach agile, ou le coach flow, ou la communauté de coach agile, le scrum master, l'équipe, l'administrateur des outils et le data analyst. Alors le coach agile, il fait quoi? Ou la communauté de coach agile en fait. Il va aider les équipes à améliorer leur flux de travail et travailler sur la definition of done. Ça c'est très important en fait pour les métriques de type accelerate, performance du delivery en fait. On avait besoin d'avoir quelque chose de très efficace sur le flux de travail, d'avoir une definition of done qui est claire, puisque c'est à partir de ça qu'on calcule une vélocité. Donc on a besoin d'être très propre par rapport à ça. Donc le coach agile fait également, il veille à la pertinence et à l'effet des indicateurs. Donc il veille à ce que les indicateurs soient bien compris, soient vraiment efficaces pour les équipes. Sinon, on arrête les indicateurs s'ils ne sont pas utiles. Donc il veille à ça.
Il anime des échanges autour des indicateurs, il aide les Scrum Masters à se les approprier et il construit les indicateurs avec l'administrateur des outils et le data analyst. Donc ça c'est très très important, cette partie-là. C'est essentiel en fait de travailler avec le responsable des outils. Par exemple, si vous êtes sur Jira, c'est très important de travailler avec l'administrateur Jira pour justement qu'il aide à personnaliser les workflows, qu'il adapte en fait les workflows aux équipes et pas que vous soyez dans une organisation où vous êtes enfermé en fait dans des workflows d'entreprise. Pour les équipes produits, ça c'est vraiment dommage. Donc il fait quoi le coach agile? En fait, il va aider les équipes à travailler sur leur flux de travail. Moi par exemple, j'aime beaucoup cet atelier en fait sur le VSM, le Value Stream Mapping, pour essayer de construire, de découvrir en fait le flux de travail des équipes. Donc je leur pose des questions sur on part d'où en fait, votre besoin il arrive d'où et ensuite quelles sont les différentes étapes petit à petit jusqu'à la mise en production. Donc on découvre ensemble avec l'équipe en fait ce flux de travail. Je leur pose des questions autour du temps de travail effectif, combien de temps en fait un sujet en fait attend dans une activité. Parce que ce n'est pas forcément une optimisation du temps de travail effectif qu'on a peut-être besoin de faire. Il y a aussi beaucoup de temps en fait, d'attente. C'est intéressant d'aller regarder cette dimension-là. Et ensuite, cette chaîne de valeur qu'on a pu trouver en haut, en fait, l'idée c'est ensuite de la mapper en fait, dans un outil comme Jira, Notion ou autre, qui propose en fait une vue Kanban, où on a la possibilité en fait, de définir clairement en fait, des activités et ensuite de mettre nos stories, nos tâches ou nos bugs dans ces colonnes. Et donc ça va être le travail au niveau de l'administrateur pour pouvoir bien rendre réel en fait, cette visualisation. À notre travail du coach agile, ça va être de travailler sur la definition of done. Il y a plusieurs façons d'avoir une definition of done. Il y a plusieurs definition of done possibles en fait. Par exemple, il y a celle du haut. C'est-à-dire on va considérer que dans notre sprint, eh bien, on considère que le done, c'est que quand ça a été développé et testé par le testeur. Il y a une autre definition of done ici, où on a réussi à impliquer suffisamment le product owner, et puis on est également suffisamment outillé en termes d'environnement pour qu'on intègre le travail du product owner dans le sprint. C'est-à-dire que le product owner est suffisamment disponible pour prendre des user stories au compte-gouttes, les valider, et faire en sorte que derrière ça, en fait, on puisse calculer en fait, une vélocité à partir des stories qui ont été validées par le product owner. Et il y a une autre definition of done, celle vers laquelle on aimerait aller. Donc si on a réussi à automatiser les tests de non-régression notamment, eh bien c'est de considérer une definition of done comme livrée. Donc au terme du sprint, combien de story points sont associés à des stories qui sont livrées. Et donc ça, on est encore loin d'être capable de le faire. Donc c'est pour ça que le travail sur la definition of done est important. Donc ensuite, il y a le Scrum Master, bien sûr, qui aide l'équipe à améliorer son flux de travail. Il veille aussi à la pertinence et à l'effet des indicateurs. Il analyse et anime les échanges sur les résultats des indicateurs. Donc c'est-à-dire qu'il va discuter avec l'équipe des indicateurs, avec son équipe, il est dans l'équipe, autour des indicateurs qui vont alimenter des rétros, qui vont alimenter des sessions sur les indicateurs et qui va permettre de prendre des décisions d'amélioration. Et aussi, très important, il s'assure de la qualité de la donnée. En fait. Si vous avez une donnée qui n'est pas de qualité, ben, vos indicateurs, après, vous ne pourrez rien en faire. Ils ne seront pas pertinents, ils seront faux. Donc, très important d'avoir le Scrum Master qui veille à la qualité de la donnée. Ensuite, on a l'équipe qui, elle aussi, doit être de veiller à la pertinence et à l'effet des indicateurs. Donc, elle doit aussi être critique et partie prenante sur ces indicateurs, l'équipe. Et elle utilise les indicateurs pour son amélioration continue. Ensuite, on a l'administrateur des outils. Donc, par exemple, pour moi, c'est l'administrateur Jira qui va aider à co-construire le flux de travail, un flux de travail efficace avec le coach agile et la Scrum Team. Il met à disposition aussi les API pour la récupération des données. Donc, à partir du moment où on voudra automatiser, industrialiser certaines choses, vous allez devoir vous tourner vers l'administrateur des outils pour qu'il vous mette à disposition ces API. Il va vous aider à le faire. Ensuite, on a le data analyst qui va construire des rapports Power BI à partir des API pour présenter les données. Il va aussi, lui aussi veiller à la pertinence et à l'effet des indicateurs et il contribue à l'industrialisation des indicateurs.
Donc nous, on a eu la chance, pour moi, je trouve que c'est une chance en fait d'avoir pu vivre cette expérience-là. Justement, on a la possibilité de choisir nos indicateurs, de les construire. On a réussi à vivre cette expérience-là. Et là, c'est là où on en est un petit peu aujourd'hui. Donc pour les données, en fait, on va s'appuyer sur Jira pour le flux de travail. Donc pour tout ce qui va être calcul du lead time, du temps passé dans les statuts, etc. Donc on fait également appel à Sonar Cloud pour la qualité de code. Et aussi, ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis, donc présenter dans le même tableau de bord en fait, des données FinOps, donc par exemple la consommation cloud des équipes, pour que justement l'équipe ait tout au même endroit. Donc on s'appuie, donc ça, donc au début, je faisais ça sur mon poste de travail et puis en Python et j'avais les données, j'ai donné des fichiers Excel aux équipes. Après j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir générer en fait ces fichiers Excel pour plusieurs équipes, mais au bout d'un moment il faut l'industrialiser et surtout je veux pas être le goulet d'étranglement qui produit ces fichiers Excel pour les équipes. Donc j'ai fait appel à l'équipe data qui m'a aidé à industrialiser ça, donc industrialiser mes scripts. Donc en faisant en sorte que la donnée puisse être transformée et stockée en fait dans un data warehouse. Et ensuite, à partir de là, donc mise à disposition aux équipes dans un espace qu'elles utilisent, qui est Microsoft Teams. Donc simplement créer un onglet Power BI dans leur espace Teams. Donc c'est simplement leur espace de tous les jours, mais avec un nouvel outil disponible, un nouveau tableau de bord. Et donc dans ce tableau de bord, elles ont tout à disposition. Donc ça, c'est le mouvement vers l'industrialisation qu'on a mis en place. Donc maintenant, concrètement, à quoi ça ressemble ces indicateurs? Donc ça, c'est la Product Roadmap. Donc c'est donc un découpage, comme je vais pu vous le dire au début de cette présentation, donc de la Go Product Roadmap de Roman Pichler, où on présente donc les trimestres, les releases, et également la progression sur les fonctionnalités. Donc on voit ici sur Q3, donc le troisième trimestre, qu'on a une progression de 35% des sujets qui sont terminés en fait pour la fonctionnalité 9. Donc c'est bien, c'est mis à jour tous les jours, donc c'est en temps réel pour le product owner. Il peut voir en fait où en sont les fonctionnalités sur lesquelles il n'a pas besoin de se poser plus de questions que ça en fait. Tout est disponible ici. Pour le deuxième indicateur, le release planning, je n'ai pas trouvé une autre manière de présenter l'information. C'est un fichier Excel, c'est pas très beau, c'est des tableaux. Mais malgré tout, ça permet quand même de voir des choses. Donc ici, j'ai la vélocité de l'équipe. Donc on peut l'encadrer avec un min et un max. Donc ici, la vélocité moyenne, c'est de 65. On a le numéro de release, 2024-Q3. On a également le sprint courant, donc ça, on est obligé de définir à la main, qui correspond à celui-là. Également, on a le nombre de points qu'on est amené à découvrir par sprint. C'est les fameux blocs rouges qu'on a pu voir tout à l'heure. En fait. Donc ici, on a mis à 25. Et donc ça, en fait, ces éléments-là, ça nous permet de faire un forecast. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, donc là, on est sur le passé, donc on ajoute simplement les vélocités en fait, pour retrouver le poids total de la release. Mais là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est un forecast. C'est-à-dire qu'à partir de là, on est capable de savoir en fait, où nous amène la fin de la release. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, en fait, ça nous amène assez loin. Beaucoup trop loin. En fait. Parce qu'ici, en fait, on devrait commencer la prochaine release à 0. Donc on sait qu'on a une release qui est trop chargée. C'est-à-dire qu'on va communiquer sur des fonctionnalités qu'on ne pourra pas mettre à disposition en Q3. On le sait déjà. Le product owner le savait déjà. Il n'a pas fait attendre en tout cas la correction. Donc il va devoir le faire à un moment donné. Il va le faire à ce moment-là, quand on va rentrer dans le quarter 4. Il va annoncer que oui, j'ai pas pu livrer de fonctionnalités. Mais ça, il le savait déjà. Il le savait déjà depuis peut-être le troisième sprint. Donc il aurait dû prendre ça en compte et décaler ses fonctionnalités dans le quarter suivant, de telle sorte à ce qu'ici on est 0. L'idée, c'est de pouvoir maîtriser sa communication. C'est un outil pour permettre au product owner de maîtriser sa communication sur les fonctionnalités qu'il envisage. Et s'il découvre qu'il y a une fonctionnalité qui ne pourra pas tenir sur le trimestre, il est capable de communiquer dessus très rapidement. Alors, l'Utility Time for Change, c'est un indicateur d'Accelerate et c'est un peu un cauchemar en fait à calculer. Alors pourquoi c'est un cauchemar? Parce que en fait, le début en fait de cet indicateur,
on le calcule en fait à partir de la fin du développement et la mise en production. Le problème en fait c'est que quand on est dans Jira, on va avoir tendance en fait à s'arrêter au done du sprint et que ce qui se passe après le done du sprint, c'est géré autrement en fait. Et ça en fait, cette visibilité-là, on l'a pas du tout en fait dans Jira. Donc on est obligé de mettre en place des techniques pour pouvoir capturer en fait ce timestamp de mise en production. Par exemple pour nous, les user stories sont associés en fait à une release au sens Jira. La release en fait, quand on fait une mise en production, on va la passer en fait en released. Ça veut dire que elle est mise en production. Ensuite, on a une automatisation qui passe les user stories associées à cette release à l'état production. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé un statut qu'on ne va jamais mettre à jour manuellement. Ça sera une automatisation qui va mettre à jour ce statut. Et donc, quand on fait ça, on a le timestamp de la production qui est disponible pour le calcul du lead time. Donc ça, on est capable de le faire pour une équipe, mais pour la mise à l'échelle, c'est un cauchemar. Donc, il est très difficile en fait à capturer. Donc c'est pour ça qu'on va, nous en fait, on va s'appuyer sur, en tout cas pour le mettre à disposition aux équipes. On va essayer de le faire quand même sur certaines équipes, mais entre-temps, on va mettre à disposition ce tableau en fait qui est beaucoup plus facile à calculer. Ce tableau en fait, c'est le temps qu'on passe en fait dans chaque activité en fait du sprint. Donc le sprint commence en général avec des tickets qui sont ready to dev, donc des tickets qui sont ready. Ensuite, on a des activités de développement, de code review, différentes activités qui sont propres aux équipes. Donc là, je vous ai mis certaines activités qui sont vraiment propres à une équipe. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Et ici, l'étape de validation du product owner. Et donc, ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'on va pouvoir voir à peu près le temps moyen qu'un ticket, une story, passe dans l'activité de développement. Et on va pouvoir la comparer en fait au passé. On va voir si c'est mieux, si c'est moins bien qu'avant en fait. On va voir si finalement le code review elle est rapide ou au contraire, parfois elle peut être très longue. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet en fait de mettre une loupe, donc pour l'équipe surtout, pour creuser, tiens, qu'est-ce qui s'est passé sur cette activité-là, pourquoi on a pris 10 jours, alors que d'habitude on n'en prend qu'un. Et c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre flux de travail. Excusez-moi, vous mettez pas de point de complexité justement là? Alors ça c'est non, pas du tout, c'est des jours. Oui, non mais j'ai bien compris. Ouais. J'ai compris que c'était des jours, mais il y a des choses en progrès, vous disiez, ça permet de comparer, mais il y a peut-être des activités, comme vous dites, qui sont plus complexes que d'autres et qui peuvent expliquer. Tout à fait, ouais. Non, après, on ne va pas pondérer avec on va rester simple déjà, parce que ça apporte déjà des bons éléments de discussion avec l'équipe, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. L'idée, c'est surtout pour amener de la discussion et des axes d'optimisation d'amélioration pour l'équipe. Donc ce temps dans l'activité, c'est bien sûr le temps de travail effectif, mais aussi le temps d'attente. C'est intéressant en fait d'essayer de comprendre ça. On peut avoir des sujets qui sont même très faciles, mais qui vont attendre longtemps dans l'activité de développement. Et après, on va essayer de se questionner qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu en fait aller à l'étape suivante, on a été resté bloqué en développement, alors que le développement était fini depuis longtemps. Un autre KPI Accelerate donc, autour du déploiement. Donc on va mesurer la fréquence de déploiement et le taux d'échec de déploiement. Donc on a la fréquence de déploiement ici en gris, donc qui correspond à 3 déploiements en production par mois. Et ici le taux d'échec de déploiement, donc parmi les déploiements qu'on a fait dans le mois et combien il y en a en échec. Et ça nous donne un pourcentage. Donc là on était plutôt bon élève à ce moment-là et puis on commence à retrouver quelques problèmes ici. Également d'autres indicateurs qu'on va essayer d'extraire. Donc ça, c'est sur la partie Sonar. Donc des indicateurs de Sonar pour la qualité de code. La difficulté avec Sonar que moi j'ai rencontré, c'est que c'est pas évident pour les équipes. On arrive sur un espace où on a tous les services qui sont mélangés. Et pour les équipes, en fait, c'est difficile de s'y retrouver. Donc elles y vont un petit peu au début, elles sont curieuses, mais après elles n'y retournent pas. Donc moi, ce que je veux offrir aux équipes, c'est justement ces indicateurs-là. Je vais prendre tous les services qui sont associés à votre application. Donc on va les regarder ensemble, on va les choisir ensemble, et ensuite on va les mettre à disposition dans ce tableau de bord. Comme ça, vous avez des informations autour de la quality weight, sur les bugs, la vulnérabilité, la couverture de tests et d'autres indicateurs. Mais il y a également ce souhait en fait, de pouvoir simplifier ce travail d'aller chercher l'indicateurs pour que l'équipe justement ou même le Scrum Master n'ait pas cet effort à faire.
ils l'ont directement et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique pour elles. Donc le coût de ces métriques, en fait, il est quand même assez important, en fait, parce qu'il faut déjà allouer du temps pour pouvoir faire ça. Donc moi donc c'était super intéressant pour moi hein, de le faire, donc j'ai investi beaucoup de temps là-dessus pour découvrir, pour tester des choses. Donc il faut avoir ce temps-là, en fait, y compris avec l'administrateur Jira, passer du temps avec lui, avec l'équipe data. Il faut bien sûr faire en sorte que ces interactions existent, que le coach agile puisse facilement discuter avec l'administrateur Jira ou avec les data analysts. Il faut créer cet environnement en fait pour qu'ils puissent échanger facilement. Sinon, c'est déjà bloqué en fait, vous ne pouvez rien faire. Et ensuite, une fois que vous avez en fait cet environnement qui est sain justement pour travailler sur ces sujets-là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je vais plutôt sur une solution SaaS, un outil du marché en fait, qui peut m'offrir ces indicateurs, ou au contraire, j'ai besoin d'aller vers ma propre solution puisqu'elle est très personnalisée, très spécifique. Et donc, ça mène à quoi tous ces indicateurs-là? Si on dépense entre guillemets toute cette énergie, même cet argent, en fait, c'est que ça doit nous amener quelque chose de aussi important, voire plus important. Et ça va permettre de guider autour des améliorations, donc permettre aux équipes en fait de voir en fait vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ça va également permettre de prendre des décisions. De prendre des décisions, oui, d'arbitrer dès que j'ai l'information. Je suis capable de faire ça maintenant. J'ai l'information très rapidement et je suis capable de prendre une décision. Oui, d'arbitrer quelque chose, d'annoncer même quelque chose, de communiquer rapidement plutôt que de communiquer tard. Et c'est ça qui va être important au niveau des indicateurs. Voilà. J'ai terminé et on peut passer un peu de temps sur les questions. Ok, ça marche. On a 10 minutes. Ouais. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à avoir des métriques comme ça qui sont dans un outil qui est centralisé avec le même type de métriques, qu'on se mette à les agréger, qu'on additionne des choux et des carottes et que les managers s'en servent uniquement pour donner des bons points et des mauvais points? Tout à fait. Exactement. De comprendre pourquoi c'est pas les mêmes chiffres dans une équipe, une vélocité, ça veut rien dire dans l'absolu. Exactement, il y a ce risque-là qui est très important, donc il faut faire attention. Veiller constamment à la pertinence des indicateurs, qu'est-ce que les équipes en font, qu'est-ce que le management en fait, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on... Aujourd'hui, on discute, aujourd'hui notre DSI, on en discute avec lui, mais il est déjà très éveillé en fait sur la question. C'est plutôt intéressant, c'est vraiment un outil pour échanger autour du delivery en fait. Mais il y a ce risque-là qui existe. Il faut éveiller. Oui. Oui, ouais. Une question sur la qualité des données dans Jira. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que les Scrum Masters aussi regardent, sont un peu les garants de s'assurer de la qualité avec les équipes. Oui. Est-ce que c'est des problèmes que vous avez rencontrés ou finalement les données Jira sont plutôt de qualité? Non, il faut quand même discuter souvent avec les Scrum Masters parce qu'il y a souvent il y a des choses étranges en fait et on s'aperçoit que justement les données ne sont pas bien à jour ou elles sont mal taguées, donc il y a ce travail permanent à faire sur la qualité de la donnée. C'est pas, en tout cas on n'a pas atteint ce niveau où justement c'est acquis en fait. Et vous avez des workflows, excusez-moi, allez-y. Vous avez des workflows équivalents sur toutes les équipes? Surtout pas. Non, surtout pas en fait. Alors mon parti pris c'est vraiment de se dire les workflows d'entreprise c'est bien c'est bien, d'accord. On peut essayer de les standardiser plutôt pour la gestion de projet, d'avoir des templates, différents templates pour la gestion de projet, mais pour les équipes agiles, ça vaut le coup de personnaliser, de faire ce travail autour de la VSM, de bien comprendre le flux de travail de l'équipe, de l'aider à avoir un flux de travail efficace. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans la personnalisation. Alors, oui. Ouais, mais justement, pour rebondir, comment vous allez pouvoir industrialiser? De ce que l'on voit, vous voulez industrialiser les indicateurs. Exactement, tout à fait. Mais s'ils n'ont pas le même workflow, c'est pas grave. Pas tellement pouvoir industrialiser. Alors sur la partie lead time for change, donc c'est un cauchemar, mais à la limite c'est que deux statuts en fait. Donc si on a prod et puis si on a fin du développement, c'est plutôt facile. Après sur là où ça devient délicat, c'est sur la partie le calcul du temps passé dans le statut. Mais ça, moi j'ai essayé de le résoudre justement en simplifiant ça pour les équipes.
Donc elles ont simplement à déclarer à un endroit en fait les statuts qu'elles veulent observer. Et puis après, le calcul se fait sur ces statuts-là. Donc on a réduit cette complexité aujourd'hui. Je vais prendre cette question. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des indicateurs dans ce que vous avez montré que vous sortez de la DSI, parce que là, il y a pas mal de choses qui sont côté DSI, ce qui est normal. Est-ce qu'il y a des indicateurs que vous sortez de la DSI et qui vous aident à piloter des choses avec le métier? Alors la Product Roadmap, c'est surtout pour les product owners, pour le métier, c'est pour le produit en fait, je veux dire. Je ne vais pas dire métier, plutôt produit en fait. Donc c'est un outil pour lui, mais aussi le release planning. Le release planning, c'est aussi pour le product owner. Ça lui permet de savoir si finalement ce qu'il envisage en fait pour le trimestre, les fonctionnalités qu'il envisage, il va pouvoir les tenir, ou il y a un décalage qui commence un délai qui commence à s'introduire et sur lequel il doit agir, prendre une décision, qui va être forcément de décaler une fonctionnalité sur un trimestre suivant. Ça vous permet de créer une vraie discussion pour les décisions avec... Absolument, tout à fait. Ouais. Il le sait en fait. Les chiffres sont là, en plus ils sont calculés pratiquement automatiquement, donc il a cette information. C'est à lui de l'exploiter en fait. Il y a une question par là-bas, je crois. Oui. Je voulais juste revenir sur le point précédent, là, sur le lead time for change, et puis vous avez basculé sur... vous avez, on va dire, neutralisé le problème avec le temps d'activité. Du coup, derrière, vous avez demandé à vos collaborateurs de saisir des informations en plus. Vous avez tenu un fichier Excel en parallèle. Vous avez fait comme comment? Pour le lead time for change? En fait, moi, ce que je comprends, c'est que la partie de droite, elle était plus facilement mesurable dans Jira. Non, elle est difficile à mesurer, celle-là. Ouais, elle nécessite du travail pour l'avoir, en fait. Mais ouais. C'est parce qu'on n'a pas souhaité demander à saisir des informations en plus aux personnes. Alors, ce n'est pas des informations en plus. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement les tickets qui sont done manuellement quand on fait une mise en production, les retrouver et les basculer dans un état production, en fait. Donc, on peut faire ça, mais c'est fastidieux. Et je pense, et après, on a trouvé cette stratégie qui est un peu meilleure, en tout cas de pouvoir simplement basculer, utiliser en fait la release. C'est un concept de Jira, hein, la release. Justement, on a un changement à faire et c'est avec l'automatisation, on réplique, on fait en sorte que tous les tickets qui sont associés basculent sur la production. Oui, on l'a. Parce qu'en fait, quand on fait une mise en production, on a les tickets qui sont associés à une release, une fixe version, pour être plus précis. Et quand on la bascule de release à released, on a mis en place une automatisation qui déplace tous les tickets done à production. Donc on a ce timestamp, mais il n'est pas facile à avoir en fait. Et puis ça nécessite de la personnalisation par équipe. Parce que nous, on s'était dit qu'on c'était obligé que ce soit manuellement. On peut l'automatiser, mais c'est du cas par cas. Il y a une question par là? Oui. Tu as présenté le product Canvas au début. Oui. Dedans, il y avait beaucoup présenté les métriques sur les outputs. Oui. Très orienté delivery. Oui, exactement, c'est delivery. Ouais. À quel moment, enfin, comment vous mesurez le fait que ce que vous livrez rapporte la valeur? Alors ça c'est également du travail au cas par cas et c'est les product owners qui le font, mais avec d'autres métriques qui sont propres à leurs produits. Combien de tournées on a eu, combien on a de nouveaux clients sur notre plateforme. Ça, c'est j'en parle pas dans ma présentation, mais ils le font. Est-ce que l'équipe a accès à ces données? Oui, ils ont accès à ces données. Ouais. Alors pas de la manière dont là moi je la propose. C'est-à-dire qu'elles sont dans d'autres Power BI. À quel moment en fait vous servez ces données pour pivoter, si vous avez besoin de pivoter, si le plan d'origine Ça, aujourd'hui cette partie données, en fait, on est en train de l'aborder, mais aujourd'hui on la constate, mais on l'exploite pas pour faire de l'A/B testing ou faire d'autres choses comme ça en fait. Pas encore. Pas encore. Okay. Merci. Oui. Sur le KPI, sur le déploiement, oui. C'est votre chaîne de déploiement qui alimente le taux d'échec sur les déploiements? Non, aujourd'hui, on tient un journal sur Confluence de tous nos déploiements. Et c'est à partir de là en fait, qu'on va récupérer la donnée. En fait. Donc c'est du manuel, mais non. Ouais. Alors si, on a des expérimentations avec une équipe qui commence à utiliser les API de déploiement de Jira. Mais c'est tout nouveau et je n'ai pas encore regardé ça. Oui. Combien d'ETP travaillent sur cette mise en place et le maintien des KPI? Alors aujourd'hui, c'est moi,
avec les Scrum Masters, avec une partie de l'équipe data qui m'a aidé. Donc c'est, oui, c'est, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est pas mal de monde. Hein. C'est 8 personnes, ouais, voilà. Pour que ça vive au niveau de l'organisation, hein, j'entends bien. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Excusez-moi, juste sur la notion de release planning, oui. En fait il y avait une projection sur des sprints en story point, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, une release égale une équipe? Pardon? Une release égale une seule équipe? Alors oui, tout à fait, ouais. Non, non. Alors chaque équipe a son propre release planning. Donc en gros, si demain on vient travailler à une application avec 2-3 équipes, comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça? Une application avec 2-3 équipes. Alors ça, c'est pour un produit. C'est pour un produit, en fait. Alors, moi, j'ai associé plutôt produit et équipe, mais c'est pour un produit. Donc, si tu as trois équipes qui travaillent sur ce produit-là, ça c'est pareil, c'est la même chose, en fait. On regardera que le produit. Peu importe les personnes, exactement. Peu importe les personnes qui sont derrière, en fait. Okay. En gros, la notion de story point, elle peut être aussi valable sur plusieurs équipes, malgré que le barème du story point ne soit pas le même par équipe. Oui. L'idée, c'est qu'on sait que c'est faux. L'idée, c'est plutôt de se dire, on a un point de départ, et on le suit, on voit la tendance. Et si cette tendance en fait nous amène, donc si justement on reste ici, donc c'est bien. Mais si on s'aperçoit qu'on est en train de dériver, c'est bien d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, de s'en rendre compte et de pouvoir prendre une décision, même si c'est au deuxième sprint, d'annoncer que finalement cette fonctionnalité-là, non, je la sens pas, et il vaut mieux que je communique qu'elle est décalée au trimestre suivant. Ça veut dire que sur la prévision, on a déjà estimé. Macro-estimé. En fait, tu macro-estimes, c'est ça qui est très important. Ici, tu macro-estimes, tu ne fais surtout pas une estimation précise, sinon c'est du cycle en V. Tu macro-estimes et tu refines. Donc, en refinant, forcément, tu vas ajouter des points. La zone rouge, c'est aussi lié au fait que j'avais une story peut-être macro-estimée à 20 points. Et en la découpant en petites stories, la somme totale de ces stories, ça fait peut-être 25, 27. Donc, c'est ça qui fait grossir aussi la release. Et c'est les estimations qu'on voit après ça, vous êtes capable de pouvoir savoir si elles sont plutôt bonnes ou plutôt. Est-ce que vous prenez non, pas du tout. Pour moi, c'est simplement que c'est un outil de discussion. Après, c'est un outil de discussion, et si justement on se rend compte qu'il y a un décalage, on essaie de comprendre et d'en discuter en fait. Parce que le product owner veut communiquer en fait par rapport à ça. C'est les équipes qui ont la main dessus en fait, le product owner qui a la main dessus. Oui. On veut savoir si les équipes ou les Scrum Masters ou les Product Owners, ils adoptent volontiers cette transparence et le fait de partager les indicateurs, ou il y en a qui sont plutôt, comme on disait, frileux. Non, il y a un effort pédagogique à faire avec eux. Justement, c'est le travail du coach, des Scrum Masters, pour qu'ils soient pertinents pour l'équipe. Ils aient de la valeur pour l'équipe, que l'équipe ne soit pas en rejet par rapport à ça. C'est des choses c'est des outils qui vont leur permettre de prendre des décisions, d'optimiser des zones dans le flux de travail. C'est pour ces équipes-là, pour elles en fait. Après, elles peuvent tout à fait ne pas les regarder, mais c'est des outils pour les équipes. Si on s'aperçoit que par exemple dans une phase de test, il y a toujours 10 jours, ça questionne, l'équipe peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette phase de test, pourquoi ça prend autant de temps alors qu'en général on met 5 jours pour le développement. Donc c'est un bon outil de discussion avec l'équipe, entre elles en rétro. Ça concerne combien d'équipes? Aujourd'hui, c'est une dizaine d'équipes qui sont embarquées dedans. Ouais. Merci à vous. Merci.